tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission à la rencontre des couples avec le couple Asumu Tuntumu. Alors la première partie, comme vous l'avez pu le constater, nous avons traité 4 questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qui a fait le premier pas? Quel a été le déclic pour que vous puissiez vous engager l'un envers l'autre? Et la dernière question était: comment avez-vous présenté votre conjoint à votre famille? Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Nous allons passer la parole à Enrique et Lynn Asumu. Donc, Likas, à toi pour la phase question. Et moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Messieurs et dames, lorsque vous aviez décidé d'être ensemble, ce que les autres pouvaient donner comme avis sur l'un de vous comptait-il, ou alors vos sentiments étaient au-dessus de tout? Alors, il faut déjà dire qu'on s'est mis ensemble dans un contexte assez tendu parce que on avait beaucoup d'amis dans notre cercle, et que ce soit au niveau de l'Afrique du Sud, que ce soit au niveau du Gabon. Et je pense que ce soit elle ou que ce soit moi, on était chacun le premier amour de l'autre. Donc moi, je n'ai pas eu, j'ai pas eu de petite amie avant elle. Moi non plus. Et elle aussi n'a pas eu de petite amie avant moi. Donc on s'est convertis plutôt assez jeunes et on a compris vraiment qu'on devait se préserver non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour son futur et sa future et son futur conjoint. Donc pendant ce temps, il y a des amitiés que vous tissez, il y a des gens avec qui vous vous entendez bien, qui sont vos meilleurs amis, que ce soit du genre masculin ou du genre féminin. Et ça fait qu'il y a facilement dans la tête des uns et des autres une espèce de petite espérance que peut-être qu'avec lui ça peut se faire, peut-être qu'avec elle ça peut se faire. Ça, franchement, dans notre cercle, on a peut-être eu ce crash-là pour quelqu'un avec qui on était amis, mais qui, donc quand on s'est mis ensemble, ça n'a pas fait nécessairement du bien à beaucoup de gens. C'est un peu là où je vais en venir. Parce que voilà, il y en a qui avaient d'autres attentes. Il y en a qui avaient espéré que ce soit eux que elle choisit ou que moi je choisis. Donc, ça fait qu'il y a eu quand même des petits clashs. Après, il y avait des gens qui nous conseillaient, certes. Nous, on n'était pas vraiment du genre... on s'en tape de la vie des uns et des autres. Je pense qu'on a fait de notre mieux pour écouter la plupart des conseils qu'on nous donnait. Sauf que c'est souvent un peu difficile parce que, bien sûr, vous êtes le premier amour de l'un et de l'autre, et donc il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas parce que vous n'avez jamais fait ça avant, vous n'avez jamais été dans une relation avant. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait assumées lorsqu'on s'est mis ensemble, et on s'est tout de suite rendu compte que ça ne se passe pas comme ça en fait. Et donc, il y a eu des gens qui nous ont conseillé, effectivement. Mais il y avait aussi dans cela, quand même aussi un peu beaucoup de jalousie par rapport à certaines personnes. Et c'était quand même tendu. Parce que, quand vous avez les sentiments pour quelqu'un et cette personne, au finish, finit par choisir une autre personne, il y a deux scénarios qui se produisent. Soit vous continuez d'aller de l'avant, vous vous dites que bon, c'était pas pour moi, c'était pour une autre personne. Soit vous ne digérez pas et là vous vous transformez vraiment en un Rottweiler, quoi. et souvent ça peut pas être, et souvent c'est pas joli à voir. Donc je crois qu'on a navigué tout ça pendant nos 1 an et demi de fiançailles. Et voilà, beaucoup de conseils de la part de grands frères, de la part des amis. Il y en a qui étaient bons, il y en a qui n'étaient pas bons, bien sûr. Il faut savoir trier. On prend. Voilà. Après aussi, il y en a qui, comme je l'ai dit tantôt, c'était pas joli à voir. Comment avez-vous vécu vos fiançailles? Tout était rose ou il y avait des mésaventures? Alors, il faut dire que lorsque vous êtes le premier amour l'un de l'autre, c'est un peu rose au départ, effectivement. C'est quelque chose d'idyllique. C'est une première expérience que vous avez. Vous êtes en relation pour la première fois. Donc, c'est un nouveau monde que vous découvrez. Donc, entre les soirées cinéma, la route de Cape Town qu'on a fait même une fois, les restaurants, il y a plein de bonnes expériences comme ça que vous avez
qui vous font réaliser que ah mais c'est vraiment bien d'avoir une âme sœur. Vous parlez de vos futurs projets, vous parlez de comment vous allez aborder la famille ensemble, combien d'enfants vous allez avoir, dans quel pays vous voulez partir, visiter, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est l'idylle, quoi. Tout se passe bien. Et puis, bon, voilà, votre première dispute arrive. Et là, vous vous rendez tout de suite compte que ce ne sera pas nécessairement l'idylle tout le temps, quoi. Mais dans notre cas, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que nous avions déjà un rapport de grand frère, petite sœur avant. Donc, ça a vraiment facilité beaucoup de choses. Et quand je le dis, ça veut dire pour moi, ma femme était vraiment et est toujours quelqu'un de très humble. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps là pour forcer les choses. Ça veut dire quand tu es figé sur ton opinion, tu veux pas bouger, elle va te laisser faire tes choses. Quand tu vas quand tu vas revenir à la raison, là vous allez encore rediscuter et il n'y a pas de souci, quoi. Ça m'a vraiment aidé. Si j'avais eu quelqu'un qui aimait la confrontation tout le temps, je pense que ça allait mal se terminer. C'est clair. Parce que moi, je réagis très, très, très mal à la confrontation. C'est pas toujours... C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a travaillé dans ma vie au travers d'elle. Et donc, les doutes, franchement, j'ai toujours su au fond de moi, peu importe comment les choses se déroulent entre nous, que ça, c'est la personne avec laquelle je vais passer le restant de mes jours. Il y a eu des choses sur lesquelles on a eu besoin de travailler, notamment le rapport de nos familles vis-à-vis de l'autre. Donc, comment moi je voulais que sa belle famille, en fait, quel était le rapport que je voulais avoir avec sa belle famille, avec ma belle famille, donc ses parents, et quel était le rapport qu'elle voulait avoir avec mes parents. Donc, ce sont les choses sur lesquelles on a dû travailler parce qu'il y avait beaucoup de conflits par rapport à cela. Et on a vraiment remis les choses en place parce qu'on ne voulait pas que ce genre de conflit, en fait, vienne saper ce que nous avions l'intention de bâtir en tant que couple. Ouais. Bah oui, effectivement. Les fiançailles, c'était la vie des roses entre les dîners aux chandelles, entre les restaurants, entre les cinémas, soirées cinéma, les balades, marcher, raconter, déplacements en voiture, c'était vraiment très beau. Vraiment, si on pouvait faire un tour en arrière. Bah non, c'est pas grave. Donc c'était vraiment super, quoi. Maintenant, en tant que problème, oui, forcément, il y a eu des petites crises, des problèmes de retard, autre le retard. Mon mari n'aime pas trop les retards, hein, donc j'étais tenue à être à carreau, entre les prises de bec. Voilà, avec les parents aussi, comme il disait, c'est compliqué. Moi, j'ai grandi qu'avec mes parents. Et la première fois que je sors du Gabon, c'est pour aller en Afrique du Sud, le retrouver. Et puis après... Donc, du coup, couper le cordon ombilical, c'était pas vraiment ça, quoi. Donc, du coup, ça menait un peu des challenges dans nos rapports et autres, quoi. Et par rapport aux doutes, moi, je dirais... Il arrivait souvent que j'ai des doutes. Ah, Seigneur, tiens, comme ça là, il va me traiter comme ça. Non, 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 non. Mais après, je revenais à la raison. Parce que je me souviens que si je suis dans ça, c'est parce que le Seigneur l'a permis, le Seigneur l'a voulu. Et avec tout ce qu'il a fait, voilà, comme des visions, les rêves et plein d'autres choses qu'il a mis devant moi, ben, ce n'est que l'accomplissement de cela, quoi. Et c'est là où je reviens. Je reviens et je dis oui Seigneur, je reste, on continue, voilà quoi, donc c'était ça. Que pensez-vous de la dispute dans un couple, saine ou toxique? Alors il faut savoir qu'en ce qui nous concerne, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises déjà, on était le premier amour l'un de l'autre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, évidemment, la dispute dans un couple, elle peut être saine comme elle peut être toxique. Il n'y a pas une réponse définitive à cette question. Parce que
vous avez des couples, par exemple, qui se disputent peut-être quelques semaines après leur mariage, certains quelques mois. Et puis, il arrive une dispute là qui est en fait la dispute des disputes. Ça veut dire la personne va dire quelque chose, soit que le conjoint va estimer que là, elle allait trop loin. Et puis, les paroles sont sorties, de genre de paroles que tu sors, que tu vas jamais reprendre. Ça a déjà, la bombe nucléaire, ça a déjà causé des dégâts, c'est trop tard. Et à partir de ce moment, là, la dispute, elle devient toxique. Vous avez des couples qui peuvent faire des mois, des semaines sans se disputer. Et vous avez des couples qui vont avoir une dispute incroyable, même pendant la lune de miel. Moi, j'en connais. Ils sont allés en lune de miel. On se disait que ça allait bien se passer. C'est là-bas qu'il y a eu la première dispute de dispute où vraiment la personne a dit quelque chose. Waouh! C'est le genre même. On doit laisser tomber la lune de miel et puis on rentre à la maison. Donc, ça arrive. La dispute, en fait, c'est vous qui la rendez toxique. Parce qu'il y a des disputes qui sont là, qui sont inévitables parce que ça fait partie de votre croissance. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de comprendre comment l'autre fonctionne, qu'est-ce qui ne lui fait pas plaisir, qu'est-ce qui lui fait plaisir, quelles sont vraiment les lignes rouges à dépasser, à ne pas dépasser, autant pour moi. Et donc, justement, la dispute fait partie donc de ce processus qui vous permet de mieux comprendre l'autre, de mieux connaître le conjoint ou la conjointe, afin de mieux la discerner. Savoir donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce genre de choses. Donc, vu que ça fait partie de ce mécanisme, vous pouvez utiliser ce mécanisme de manière saine. Et si vous laissez par contre votre ego, si vous laissez par contre votre intelligence, votre orgueil prendre les rênes de la discussion, c'est à partir de ce moment que la dispute devient toxique. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Il faut vraiment avoir le discernement de se dire que bon, là, on est en train de se dire des choses qui ne font pas nécessairement plaisir l'un à l'autre. Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut s'arrêter? Faire d'abord un time-out, le temps qu'on se calme nous deux. Parce que je vous assure, il arrive des nuits où vous allez dormir, vous allez regarder votre conjoint, vous allez dire, je fais même quoi sur un lit à côté de cette personne? Franchement, qu'est-ce qui m'a appris en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est arrivé à tous les couples. Hein? Et ce qu'il y a maintenant lieu de faire, c'est de vous réconcilier. Parce que dans Matthieu, Jésus dit bien que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, encore plus avec ta femme, avec ton mari. Donc, c'est à partir de ce moment que ça peut être quelque chose de sain. Lorsque vous prenez la décision consciente de faire un time-out, de se dire on va se reparler quand on sera mieux calme. Mais si vous continuez de tirer sur la gâchette en sachant pertinemment que là, les esprits sont en train de s'échauffer, c'est là où ça devient toxique. Et c'est là où, en général, on dit des choses qu'on ne sera plus capable de reprendre parce que ce sera trop tard. Donc, il faut vraiment être sage à ce niveau-là. Ah oui, hein, les disputes, il y en a toujours. Hein. Déjà, il faut dire entre frères, il y a des disputes, mais entre personnes qui nous n'avons pas grandi ensemble dans la même famille. Hein, donc du coup, tu as besoin de connaître la personne, tu as besoin d'apprendre. Et souvent, son éducation et la mienne, c'est peut-être pas la même chose. Et donc, il y a forcément des confrontations quelque part. Vu qu'on vient de tribus différentes. Moi, je viens du Grand Nord, elle vient du Grand Sud, donc c'est clair. Donc, il y a eu forcément des confrontations, quoi. Mais comme il disait, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faille dormir comme ça? Quand le soleil tombe, tu dors ou bien tu repars. La meilleure des choses, c'est de reparer. Voilà, quoi. Et l'entente revient après, quoi. Ah. Ça ne veut pas dire aussi que vous n'êtes pas amené à vous challenger. Ça veut dire si vous avez des avis divergents, c'est aussi bien d'avoir une discussion soutenue, je vais dire ça comme ça, pour en fait vraiment essayer de vous challenger dans le sens où il y a peut-être des choses qu'elle comprend mieux que moi, plus rapidement que moi, dans un certain contexte, et où elle va voir que je suis en train d'aller dans la mauvaise direction. Et donc, à partir de ce moment-là, elle peut me challenger pour me dire que tu ne vois pas que la dernière fois que tu avais pris la décision, là, ça s'est passé comme ça. Tu as encore envie de reprendre ce genre de décision. Et c'est à moi maintenant de dire que, bon, elle a quand même raison. Et donc, je vais essayer de faire du rétro-pédalage. Donc, c'est vraiment cette dynamique dans le couple qu'on travaille. C'est un exercice qui se fait quotidiennement,
Il y a des gens qui sont mariés après 40, 50 ans, ils continuent de faire cet exercice. Il n'arrive jamais un jour où vous allez vous dire, vous maîtrisez ça, quoi. C'est pas possible. On va quand même dire que nous, on a grandi dans ce domaine. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est clair, parce que dans nos débuts... Au début, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Ou je dormais aux toilettes. Ou bien moi, je vais dormir au sofa parce que je suis tellement... Je vais dormir au salon. Dans la chambre des amis. Voilà quoi. Ouais, mais ça, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. On dit là, quand même. Ouais, ça arrive. Peu importe le nombre d'années, le plus important, c'est que Dieu soit au centre. Le plus important, c'est que vous compreniez que la personne qui est en face de vous, c'est une personne que vous aimez. Hein? Dans notre cas, c'est la femme qui est la mère de mes enfants. J'ai été là quand elle a accouché à 3 reprises. J'ai vu toute la souffrance que ça lui a donné pour les mettre au monde. Et donc, cette personne-là qui a porté mes enfants, forcément, elle n'a pas de mauvaise intention vis-à-vis de moi. Donc, voilà. Comment arrivez-vous à régler vos différends? Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs stages de résolution de conflits, si je peux appeler ça comme ça. Vous voyez, j'utilise maintenant les termes de guerre. Il y a plusieurs stages de résolution de conflits. Il y a la partie où vous êtes capable d'avoir une discussion entre adultes et vous comprenez que, les esprits sont trop échauffés. Vous allez d'abord vous arrêter, faire un time-out et vous allez revenir après, discuter posément. Il arrive des moments où ça ne marche pas. Donc, il arrive des moments où, vous deux, vous n'arrivez pas à avoir le discernement que là, les choses sont en train de déraper. Vous continuez. Et boum, ça explose. Quelqu'un a lâché une bombe nucléaire. Et voilà. Ça fait qu'il y a vraiment du mal à communiquer. Et puis, tu te dis, j'ai forcément raison. Basta. Elle doit faire comme je veux. Elle aussi, elle se dit la même chose. En tout cas, lui ne comprend jamais. Basta. Là, je ne vais pas céder. On monte, on descend. Je campe sur ma position. Dans ce genre de circonstances, il est toujours important d'avoir une personne tierce que vous considérez comme un père ou une mère dans le Seigneur qui est proche de vous deux. Hein? Parce que si elle est seulement proche de vous, de votre conjoint, ou elle est seulement proche de vous-même, la personne concernée, c'est un peu compliqué parce que elle n'a pas nécessairement le jugement neutre pour comprendre exactement ce qui se passe de part et d'autre. En ce qui nous concerne, on a plusieurs mamans avec qui on parle, plusieurs papas avec qui on parle. J'ai un papa qui est au Canada en qui je me confie. J'ai des mamans qui sont au Gabon, en qui je me confie également, qui nous connaissent nous deux et qui sont capables de nous parler à nous deux. Ça fait que si on est incapable de raisonner nous-mêmes entre nous deux, parce qu'on arrive à un stade où vraiment c'est très fort, quelqu'un est allé trop loin, eux ils peuvent intervenir et nous essayer de faire comprendre plus ou moins l'angle de l'autre. Ils ne vont pas prendre un parti, ils vont toujours traiter de la situation comme si on était des enfants de Dieu. Ça veut dire on a des obligations en tant qu'enfant de Dieu. Si on se considère en tout cas comme un enfant de Dieu, on a des obligations l'un envers l'autre. Et c'est parce qu'on se soumet à ces obligations, comme la Bible nous le demande, qu'on est capable maintenant de trouver un point commun où maintenant on peut se réconcilier et parler de la chose posément. Ça nous est arrivé déjà à plusieurs reprises, où on fait intervenir d'autres personnes, parce que dans le couple, il ne faut jamais tomber dans le piège de penser qu'on est toujours capable de régler nos problèmes nous-mêmes. On est assez grand, on n'a pas besoin de dépendre du conseil d'un X, Y, Z. C'est une erreur dans laquelle certains couples tombent, parce qu'ils estiment qu'ils sont assez grands, ils sont assez matures entre griffes, pour ne pas avoir besoin de confier leurs problèmes à d'autres personnes. Parce que peut-être ils ont entendu que les problèmes de tel ou tel couple se sont retrouvés dans les maisons ou dans les oreilles qui n'étaient pas censées les entendre. Et donc, ils ont cette attitude méfiante, discrète, parce qu'ils ne veulent pas que leurs choses, tout le monde entende leurs choses. Mais je pense vraiment que les gens en qui on se confie sont des personnes assez respectueuses, ce sont des personnes assez sages, qui ne vont pas parler de nos choses à gauche, à droite. Donc, c'est très important d'avoir cette personne neutre que vous et votre conjoint êtes capable d'écouter lorsque vous avez un différend qui est vraiment où vous ne pouvez pas vous réconcilier en fait. Ouais. Alors, il y a aussi le silence.
Oui, ça aide souvent. Voilà, je dirais, voilà, si les arguments passent là-bas, s'envoient par-ci, par-là, Les souvent, assiettes si volent. c'est bien. Voilà, les assiettes qui volent. Ça nous est pas c'est arrivé, bien, hein. d'avoir le silence, vraiment, toi Ouais. devant le Seigneur, Mm. tu parles, tu pries, et forcément, Dieu va te mettre un truc dans le cœur que non. Est-ce que tu penses que ça c'est bien? Est-ce Ouais. que tu n'auras pas pu Mhm. faire comme ça, là, par exemple? Et voilà quoi. Quand tu es sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit bon, pars, repars, Mm. arrange. Le Saint-Esprit te dit clairement, va te repentir, quoi. Voilà. Ah, Donc ça aussi c'est quelque arrête chose ton petit manège, fais-toi petit, voilà, même si c'est Mm. toi, Soumoutoum, aujourd'hui, tu vas comprendre que c'est toi l'enfant, répands-toi. Ouais, ça arrive, hein, Ouais. ça arrive vraiment. Et Moi, pas- il m'est arrivé des moments où tu es en colère, où tu te dis non, tu as faussement. Et puis, il y a une fois qui te parle directement, là, audiblement, hein, dans ton cœur, tu l'entends. Mm. Elle n'est pas aussi haute, mais dans ton cœur, tu entends bien les paroles qui te disent, gars, va te repentir. Tu as dépassé les bornes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre le cœur d'un homme de faire ça. L'homme Ouais. de lui-même a du mal à le faire. Il y en a qui vont dire basta, machin, mais parce qu'on est un enfant de Dieu, on comprend que ça là, c'est ce que le Père veut que tu fasses. Et si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu vas obéir. Sinon, si tu n'obéis pas, qu'est-ce que ça fait de toi en fait? Mhm. Ouais. Il se peut peut-être que toi tu ne penses pas être fautif Mhm. et que ça soit l'autre. Mhm. Mais toujours est-il, si Dieu te convainc dans le cœur que pas arranger, Mhm. tu sais que tu n'as pas fauté, tu pars, tu Ouais. arranges. Mhm. Voilà, quoi. Exactement. Que d'être en froid. Parce qu'il y a un passage biblique qui dit avant que le soleil ne se couche, Ouais. c'est bien de régler déjà avec, Il ne avec faut ton... pas dormir avec la colère. Voilà, Ouais. ne pas dormir avec la colère Mhm. et tout. Voilà, Mhm. c'est ça. Cher couple, comment êtes-vous arrivé jusqu'au mariage? Avez-vous rencontré des difficultés? Racontez-nous. Alors, il faut dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'il était question qu'on se marie en Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town. Mes parents nous ont fait savoir que ça allait être difficile pour eux parce que la logistique, il faut payer les billets entre les gens qui doivent venir d'OIM, etc., etc. On m'a clairement dit que ça allait être difficile. Alors que moi, j'avais déjà tout préparé. Financièrement, je savais que c'était tenable, c'était à ma portée. Il faut dire que l'Afrique du Sud, c'est un très beau pays. La ville de Cape Town fait partie des villes les plus visitées au monde. Elle a même été votée la ville la plus belle du monde une année récemment, je crois, soit c'est en 2024 ou en 2023. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'endroits qu'on pouvait choisir pour faire notre cérémonie à un coût quand même assez intéressant. Pour un peu moins de 2 millions, vous pouvez avoir un très bon mariage bien fait dans un endroit idyllique. On l'avait déjà fait avec des camarades qui se sont mariés avant nous. Et pour nous, on estimait que c'était la meilleure des solutions. Sauf que bon, nos parents nous ont expliqué, que ce soit mes parents comme les siens, ils nous ont clairement expliqué que ça allait être difficile pour eux parce qu'il faut payer les billets d'avion pour un certain nombre de personnes. Ça nous a un peu embêtés parce que financièrement, se marier au Gabon, un bon mariage au Gabon, il faut mettre minimum 6 millions si vous comptez la dot. 6 millions, c'est vraiment, vous êtes vraiment allé moins cher, quoi. Sinon, normalement, c'est entre 7 8 millions. Donc, ça veut dire qu'on a dû reporter le mariage et de 6 mois. Donc, ça, c'était déjà la première difficulté. Ensuite, sur place, au niveau de Libreville, de mon côté, la famille n'était pas vraiment organisée par rapport à la préparation de l'événement. Jusqu'à mon arrivée, hein, c'était aussi un peu pénible parce que je me suis tout de suite rendu compte qu'en décidant de me marier, c'est un peu comme si j'avais lancé un défi à certaines personnes. Ce qui était pour moi pourtant un sujet de réjouissance, qui devait être quelque chose qui allait rendre les gens enthousiastes, était en réalité comme un défi qu'on lançait parce que je faisais partie de la 3e génération, donc les petits-fils, et parmi nous, il y avait seulement un de mes cousins qui était marié, qui s'était marié il y a de cela quelques années, et donc moi j'étais le 2e. Et j'étais très jeune, j'avais 27 ans. Donc certains ont perçu ça un peu comme un défi, à mon grand désarroi, et ça a fait que je suis venu trouver une atmosphère où il fallait tout le temps être en combat, où il fallait tout le temps, voilà,
faire face à des situations assez tendues, compliquées, que ce soit pendant la dot, que ce soit pendant le mariage même, à l'état civil, etc., la soirée, etc. Donc, ouais, on a eu beaucoup de soucis. Vraiment, je me rends compte que le mariage, c'est comme un combat. Hein. Je me rends de plus en plus compte, surtout lorsque je regarde mes petits frères qui se marient aujourd'hui, les difficultés auxquelles les uns et les autres font face sont incroyables. Vous avez l'impression que lorsque vous décidez de vous marier en Afrique, c'est comme si vous avez déclaré la guerre à quelqu'un. Donc, au lieu de venir pour célébrer un événement heureux, vous venez comme si vous allez en guerre, en fait. Et ça, c'est une réalité. Parce que dans les mariages en Afrique, la réalité, c'est que vous avez beaucoup de familles où il y a des interdits, où il y a des pactes, des alliances, où on a dit que telle fille ne doit jamais se marier, tel homme ne doit jamais se marier, telle femme ne doit jamais faire d'enfants, etc., etc. Et donc, c'est clair que lorsque vous dites à vos parents que vous vous mariez, si eux, ils sont dans ce genre d'alliance, c'est clairement pour eux, c'est pas possible. Quitte à vous déshériter même, ils vont le faire. Donc, c'était vraiment un combat, mais avec la grâce de Dieu, on a surmonté tous ces épisodes. Le défi aussi de mon côté a été de faire le mariage au Gabon, à cause de la famille et tout. Voilà quoi. Et puis, mon grand-père qui ne voulait pas avoir un petit beau-fils fan. Comme moi je suis de Haute-Gueux et lui il est du Wollentem et c'est un peu compliqué les relations entre les deux peuples là. Les enfants, Seigneur, accède les livres. La parole déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Parce qu'ils ont décidé de prendre leur conseil sur ta parole. Et alors rien ne leur résistera. Ils accompliront avec leurs mains, avec leur vie, tout ce que tu as prévu et décidé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu a fait grâce. Voilà. Et puis aussi, côté organisation, c'était vraiment compliqué, vu que moi, j'étais ma première année de master et en Afrique du Sud. Donc, ce sont les parents qui ont plus ou moins organisé notre événement, en fait, à Mwanda, à Libreville, comme ça s'est passé à Libreville. Et moi, j'arrive une semaine avant le mariage avec une robe qui n'est pas achevée. Il fallait encore faire des retouches sur Libreville. Au finish, j'ai porté la robe de ma grande sœur à la mairie. Et puis après, la robe que j'ai fait confectionner, je l'ai portée à la soirée avec les retouches. Et donc, c'était un peu ça, le rythme. Voilà. Mais vraiment, nous avons vu quand même la famille se mobiliser, vraiment, pour nous. Et vraiment, les bénis, quoi. Et beaucoup de nos amis qui étaient aussi en Afrique du Sud. Il faut dire que Lynn, quand elle est arrivée, en fait, elle a été bannie d'Afrique du Sud parce que sa carte de séjour n'avait pas été délivrée à temps. Et à l'époque, les autorités sud-africaines, comme elles n'aimaient pas faire face à leurs responsabilités, vu que c'était de leur faute, ils ont décidé de la bannir. 5 ans. Donc moi, je suis rentré en Afrique du Sud après le mariage sans ma femme. Elle a dû rester encore pendant 1 mois. Le temps qu'on fasse appel en Afrique du Sud et qu'on enlève son ban. Et pour qu'elle demande un nouveau visa. Et Dieu merci, ça a été fait au bout d'1 mois. Donc voilà, c'était pas si simple que ça. Je t'aime,
Merci d'avoir regardé le direct de ce soir. Donc je vous dis à très bientôt. Le prochain rendez-vous, il est là. Donc ne ratez pas cela. Vous avez la possibilité de partager ce lien à vos amis. Je sais et je crois que le rendez-vous de ce soir vous a encore fait du bien. On se dit au revoir et à très bientôt. Peace.